Merci de votre fidélité sur la web TV de la Ferdi. La publication récente d'un numéro spécial de Fax Report sur l'électrification décentralisée et son développement suscite curiosité et attire l'attention. Christophe Angeli, directeur de la stratégie à la Ferdi, est avec nous. L'électrification décentralisée dépend aussi d'une vaste démarche, une démarche aussi politique qu'a initié un Français, d'ailleurs, Jean-Louis Borloo, ancien ministre de l'Environnement, de l'Écologie, on peut le dire, avec ce grand programme dit Énergie pour l'Afrique. Est-ce que vous êtes parti, vous, de cette recommandation du ministre Borloo pour regarder un petit peu de plus près les solutions pour électrifier l'Afrique? Alors, merci de poser cette question parce que ça nous permet peut-être de replacer un tout petit peu l'origine de cette revue dans un plan un peu plus large. Bon, Jean-Louis Borloo n'est pas, entre guillemets, l'unique contributeur à ce débat, qui est un débat qui est majeur aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs qu'il est d'autant plus majeur qu'un objectif du développement durable est dédié à l'accès à l'énergie pour tous. Mais c'est peut-être Borloo qui l'a mis en lumière. Alors, Borloo, en France, a décidé de se saisir d'un manque probablement de polarisation sur ce sujet pour créer un peu un sursaut politique et forcer l'ensemble des décideurs publics à se saisir de ce sujet. On a contribué, on va dire, à la réflexion, je pense, de Jean-Louis Borloo, y compris par certaines études qu'on a faites pour lui. La raison est d'une certaine façon, ce document ou ce rapport est une forme d'aboutissement, en tout cas une forme première d'aboutissement, en ce sens que le travail qu'on a fait à l'époque nous a permis de nous rendre compte du décalage énorme sur le plan académique entre la recherche sur les systèmes centralisés, ce qu'on appelle l'électricité de réseau, et l'électrification non centralisée, qui sont les systèmes qu'aujourd'hui on peut qualifier facilement de kiosques énergétiques, solutions d'électrification individuelle. Vous appelez ça l'électrification décentralisée, c'est en fait une forme de distribution électrique qui met en œuvre des micro-réseaux autonomes qui vont être axés sur des énergies renouvelables ou sur des systèmes hybrides. Et ça, ce sont en fait des solutions clés en main qui sont particulièrement adaptées aux réalités environnementales de l'Afrique, par exemple. Pourquoi, dans une jungle, à travers ce réseau d'électrification décentralisé, on serait mieux à même de partager la lumière, l'électricité, plutôt que de faire installer les grands réseaux habituels? Alors peut-être que je pourrais juste vous donner quelques chiffres qui permettent de cadrer un peu cette problématique. Le plan de Jean-Louis Borloo, si je ne me trompe pas, chiffre à 880 milliards de dollars les investissements nécessaires pour électrifier l'Afrique d'ici 2040. 880 milliards de dollars. 80 milliards de dollars. Donc, ça, vous voyez l'ampleur du sujet. Pourquoi l'Afrique d'ailleurs? C'est important de garder ça en tête. L'Afrique parce que c'est probablement le continent dans le monde aujourd'hui qui est le moins électrifié. Si maintenant vous regardez qu'est-ce qui dans ce continent n'est pas électrifié, vous vous rendez compte que c'est le monde rural africain. Donc là, pour répondre à votre commentaire sur la jungle, c'est le monde rural africain. Le monde rural africain aujourd'hui est le dernier du peloton des environnements électrifiés. Je crois qu'il y a 17% des populations du monde rural africain qui possèdent l'électricité. Juste après lui, il y a l'Asie en développement qui doit être électrifiée à 78%. Donc ces deux volets-là, qui sont les derniers, puisque même l'Afrique du Nord est électrifiée à 99%. Donc on est vraiment là dans une dynamique qui est une dynamique propre au monde rural. Cette problématique-là, elle n'est pas électrifiable par un réseau de proximité, si tant est que ce réseau de proximité amènerait l'électricité que les gens souhaitent. Et là, j'en profite pour faire une petite digression, parce qu'elle est très importante dans cette dynamique et dans la dynamique de ce rapport également. On a aujourd'hui des études qui montrent, une étude très très parlante au Kenya, qui montre que des gens qui sont à moins de 200 mètres d'une ligne électrique à basse tension ne s'y connectent pas. Pour quelles raisons? Pour des raisons qui sont généralement des raisons de coût de connexion ou de fiabilité du réseau. C'est-à-dire, quel intérêt d'aller payer cher de l'électricité que vous n'avez que 2 heures par jour?
autant avoir votre propre système de production d'électricité. Ce qui est d'ailleurs dans ces endroits-là, qui sont des pays qui ne sont plus ruraux, puisque la ligne à basse tension arrive à côté d'eux, ils sont généralement les lieux où les petites entreprises achètent un moteur diesel à côté du grand réseau. Donc c'est ce que proposerait votre solution, enfin la solution qui est développée par Fax Report, c'est-à-dire l'électrification décentralisée. Alors ce que nous faisons dans ce document, c'est une analyse des bonnes pratiques. Donc ce que nous proposons dans un premier temps, et ce que nous avons proposé aux opérateurs de terrain, c'est de nous faire part de leur expérience de terrain, de façon à ce que de notre côté, nous puissions essayer d'en détecter les bonnes pratiques. Et bon, on l'a fait avec l'environnement recherche dans lequel nous travaillons, avec les éléments de rigueur scientifique nécessaires. Mais cet élément-là a attiré une réflexion un peu plus large, dans la mesure où cet appel à contribution qu'on a envoyé partout sur la planète, classiquement, comme un environnement recherche, on s'attendait à avoir une douzaine, une quinzaine de retours, et on a eu un nombre extrêmement grand de retours d'ONG ou d'opérateurs de terrain nous disant « nous voulons partager notre expérience avec vous ». Et ça nous a ouvert les yeux sur, d'une part, le fait que les bonnes pratiques ne sont pas nécessairement identifiées par les uns et par les autres, mais surtout, bien au-delà de ça, sur le fait que les projets n'ont aucun moyen de se comparer les uns par rapport aux autres sur le plan de l'impact qu'ils ont sur les populations. C'est un peu une boîte à outils des bonnes pratiques en termes d'électrification. Je dirais que c'est le début d'une boîte à outils. Ce n'est pas une boîte à outils, c'est le début d'une boîte à outils dont nous souhaitons nous servir pour développer une deuxième étape qui, elle, sera la construction de la vraie boîte à outils. Et cette deuxième étape, on se donne probablement 2 à 3 ans maintenant, à partir de maintenant, pour la mettre en place. Elle aura 2 volets très probablement. Le premier, créer un outil de comparaison permettant de comparer les projets les uns par rapport aux autres selon les critères d'installation, selon les coûts d'installation, selon les usages qu'en feront les populations, mais de le faire avec comme grille de lecture le bien-être des gens. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ce sera accompagner le développement des financeurs de ce type de solution, parce qu'il y a énormément de financeurs pour ces solutions-là. Le problème, c'est que ces financeurs ont une gêne spécifique, c'est le coût fixe d'analyse d'une installation. Vous vous rendez bien compte, on prend l'exemple de notre monde rural, quand vous êtes très loin, vous avez un village de 2000 habitants, installer un système décentralisé, un mini-réseau, c'est 50 000 €. Et vous ne faites pas travailler 4 grandes multinationales privées et vous n'obtenez pas un financement de la Banque mondiale ou même de l'Agence française de développement facilement pour un projet très éloigné d'un centre-ville de 50 000 €. Les coûts fixes de déplacement des gens font que les gens n'iront jamais. Et donc, ces projets-là sont des projets qui sont laissés pour compte. Donc, notre analyse de comparaison, l'objectif pour nous, c'est de les rendre finançables par des gens qui les grouperont en fonction des besoins et en fonction des comparaisons rendues possibles par notre banque d'analyse. Et les groupant, au lieu de 50 000 €, on aura un projet potentiellement de 500 000 € ou d'1 million d'euros. Et là, brutalement, il y aura plein de gens qui seront susceptibles de répondre à l'appel d'offres. Ce sont des installations durables, définitives ? Dans 90% des cas, ce sont des installations durables. Bon, il y a 3 grands, pour le faire très court, vous avez 3 types d'installations. Vous avez ce que vous qualifiez tout à l'heure de mini-réseau, qui est très intéressant le mini-réseau parce qu'il a une puissance minimum installée qui permet à un entrepreneur de faire un peu d'activité économique. Vous avez ce qu'on appelle le kiosque énergétique. Ça, c'est un point électrique disponible pour un village. Vous venez pour de la lumière, vous venez pour charger votre pile électrique, vous pouvez avoir un frigo. Donc des choses qui sont communes, avec des éléments bien communs pour le village. Et puis vous avez la solution individuelle, la lampe solaire, alors très, très vendue. Vous avez des schémas de lampes solaires dans nos grandes entreprises françaises, sont très fortes là-dessus. Schneider, Total ont des solutions de lampes individuelles. Donc vous avez ces 3 solutions, et ces 3 solutions reposent quasiment essentiellement sur du photovoltaïque, sur de l'hydraulique de type microturbine, picoturbine, ou sur de la biomasse. Alors évidemment, de l'éolien, la différence entre l'éolien et le reste, c'est que le vent ne souffle pas tout le temps. Si on veut aller plus loin, on peut avoir plein d'informations dans ce numéro spécial de Fax Report sur l'électrification décentralisée et son développement. Christophe Angély, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.